Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief de cette deuxième journée du tournoi Destination. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, notamment avec le match de l'équipe de France. On parlera également d'Écosse-Irlande et de Italie-Pays de Galles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, du biathlon avec les championnats du monde qui commencent ce mercredi. Et puis on commence tout de suite cette vidéo. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Cliquez rapidement sur les différentes vidéos, parce que plus vous cliquez vite sur une vidéo, plus elle est mise en avant par YouTube. On commence par le premier match de cette journée qui n'a pas été le plus intéressant. J'ai envie de dire que c'est quand même une journée qui a été assez faible en termes de niveau de jeu. J'ai trouvé les 3 matchs pas excellents. En gros, en termes de niveau, je trouve que l'Irlande est moins bonne que les années précédentes. Bon, Angleterre-France, on y reviendra parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Ça a quand même été un match qui, en termes de niveau, a vraiment pas été exceptionnel. Italie-Pays de Galles non plus. Alors, Italie-Pays de Galles, il y avait des conditions climatiques qui étaient quand même très compliquées. Mais je trouve que les 3 matchs n'étaient pas d'un très bon niveau sur cette journée de compétition. Bon, on commence tout de suite avec le premier match. Italie-Pays de Galles. Bon, que dire? J'ai vu ce match, j'ai pas pris de notes sur cette rencontre parce que je l'ai vu le dimanche en train quasiment de manger, juste avant de passer à table. Et je faisais donc un petit peu de cuisine à droite à gauche. Italie-Pays de Galles, c'est d'une pauvreté. Alors, je veux bien qu'il y ait les conditions climatiques, c'est vrai que ça n'a pas aidé. Ben alors, le Pays de Galles est au niveau 0. Désormais, du côté du côté du rugby, parce que c'est vraiment le néant complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Pays de Galles n'a rien à proposer. Bon, la vérité, elle est là. Le Pays de Galles n'a rien à proposer du côté de ce match-là. C'est le néant, c'est nul, en fait, faut dire la vérité. L'Italie fait pas un grand match et pourtant a jamais été mise en difficulté. Très clairement, les 2 premiers matchs de l'Italie, pour le moment, c'est pas dingue. Celui-là était un peu meilleur, mais ça reste quand même pas foufou. Et malgré ça, eh bien, le Pays de Galles n'a jamais existé dans cette rencontre. En gros, ce qui leur reste, c'est les petites filouteries défensives. Offensivement, c'est tenter des grands coups, parce qu'ils n'arrivaient même pas à percer les rideaux défensifs italiens pendant une grande partie du match. C'était vraiment pas top. L'Italie, moi je préférais l'Italie de l'an dernier. Alors, c'est ça qui est fou, c'est que je me disais qu'avec un an de coach, voilà, et là il a eu un an pour travailler, donc je me disais que l'an dernier c'était pas forcément facile, mais on voyait des choses intéressantes. Je trouve que le jeu italien cette année est pas dingue. Alors là, le jeu au pied était bon, mais surutilisation du jeu au pied. Au bout d'un moment, on sait qu'ils ont progressé dans ce domaine-là, mais bon, il y a un moment, il faut se calmer. Alors, par contre, j'ai trouvé Ange Capuzzo bien plus présent que face à l'Écosse. Je l'avais trouvé trop discret face à l'équipe d'Écosse. Mais je me suis pas amusé du tout à regarder ce match. En termes de qualité, c'est pauvre. C'est pauvre. Du côté de l'Italie, je trouve que bon, on a encore des progrès qui sont faisables. Bon, le Pays de Galles. Alors en plus, le Pays de Galles, moi je me dis quand même, je me pose des questions quand même sur le staff autour de Warren Gatland. Parce que déjà l'an dernier, il y a eu beaucoup de blessés du côté du Pays de Galles. Cette année, pareil, on en est quand même à 3 déjà. 3 joueurs importants. Beaucoup d'indiscipline aussi. Ça, c'était pas habituel du côté du Pays de Galles. Beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Et un match pauvre. D'un côté comme de l'autre, c'était quand même pas le match de l'année du côté de cette rencontre.
Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur ce Italie-Pays de Galles. L'Italie gagne, voilà, sans trembler, mais sans émerveiller non plus. Et le Pays de Galles s'enfonce dans une crise où on ne sait pas si cette équipe peut s'en sortir véritablement à court terme, parce que là, d'ici la prochaine Coupe du Monde, ça me semble un petit peu compliqué du côté de cette équipe du Pays de Galles, pardon, tellement il n'y a pas d'arrivée, les jeunes sont pas bons, les anciens sont au bout de cycle, et en fait, c'est une équipe qui a des joueurs moyens, des joueurs très moyens même. Donc c'est vrai que ça devient très compliqué pour cette formation. Je ne sais pas quel est le futur du côté de cette équipe, mais je pense que le futur n'est pas du tout radieux pour cette équipe du Pays de Galles. Les joueurs du match, du côté de l'Italie, moi j'ai bien aimé Tommaso Alan. J'ai trouvé qu'Alan a fait un très très bon match, notamment au pied. C'était vraiment un domaine où il était pas forcément efficace. Le drop par exemple qu'il rate, il le rate vraiment de pas grand chose. Et c'est de la puissance qui manque. C'est pas du tout dans le jeu. Moi j'ai vraiment bien aimé également ce qu'il a proposé quand il rentre dans la ligne des joueurs. Il a récupéré pas mal de ballons dans des conditions qui n'étaient vraiment pas évidentes. Je trouve vraiment qu'il a fait un bon match. Moi, je dirais en flop, on pourrait dire collectivement, les entrants n'ont pas été excellents du côté de l'Italie, de Quesada. Moi, je mettrais... j'ai un peu du mal, moi, avec Pej Relo, l'ennemi de mêlée. Je trouve qu'on voit beaucoup Garbizzi. Et en fait, Garbizzi prend vraiment le pas sur lui et il devient presque invisible et inexistant du côté de la rencontre. Donc voilà mon avis sur Italie-Pays de Galles. C'était pas très reluisant voilà, du côté de cette rencontre. Un autre match qui n'était pas très reluisant. Angleterre-France. Ah bah ouais. Angleterre-France, c'est quand même quelque chose. Hein. Comment perdre ce match, en fait là, il y a vraiment des questions à se poser. Cette défaite, elle fait mal. L'Angleterre n'a pas forcément très bien joué. Et pourtant arrive à s'imposer face à une équipe de France qui a très mal joué, qui a pris l'eau complet, collectivement. Il y a peu de joueurs quand même qui surnagent dans ce marasme. On y reviendra, pour moi il y a quelques joueurs qui surnagent un peu, mais ça a été quand même compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris l'eau, mais vraiment beaucoup de joueurs. Ça pose vraiment des grosses interrogations sur Fabien Galtier. Je trouve que ce match-là pose beaucoup d'interrogations quand même sur Fabien Galtier, beaucoup plus que le France-Afrique du Sud, quart de finale de la dernière Coupe du Monde, beaucoup plus. Ce match-là, parce que en face, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est l'Angleterre. Alors même si l'Angleterre revient un peu à un meilleur niveau que les tréfonds dans lesquels il était tombé, c'est quand même une équipe qui perd face à l'Irlande, qui perd face à une Irlande qui pour moi est moins forte que l'année dernière, face à une Irlande qui a fait quand même pas mal d'approximations sur son match, qui se fait quand même dominer sur les 35 premières minutes, sauf que la deuxième mi-temps de l'équipe de France est catastrophique, déjà il faut le dire. Les entrants n'ont absolument rien apporté. Là je crois qu'il y a... Galtier dit toujours il faut des super remplaçants, voilà, on gagne un match pas à 15 mais avec les remplaçants. Bon, là, les remplaçants on les a pas vus. Vraiment. Je trouve même que c'est là où l'Angleterre fait la différence aussi. C'est que les remplaçants anglais ont été bien meilleurs que les remplaçants français et déjà que le niveau n'était pas à top, voilà. Puis moi je me pose vraiment des questions du côté de Fabien Galtier. J'ai eu la même impression dans ce match-là que quand je regardais l'équipe de France avec Philippe Saint-André.
c'est-à-dire une horreur au niveau technique, c'est-à-dire d'être énervé après un match. Vraiment, là, je suis énervé après ce match-là. Parce que c'est une catastrophe. Un enchaînement d'en avant, un enchaînement de plaquages ratés aussi, à droite à gauche, hein. Et puis une deuxième mi-temps où, déjà en première mi-temps c'était pas fou, mais deuxième mi-temps où on prend l'eau. C'est là où pour moi j'ai une vraie inquiétude par rapport à Fabien Galtier. On commence avec ce qui allait pas du côté de l'Angleterre. Début de match très compliqué du côté de l'Angleterre, beaucoup de pression. J'ai trouvé beaucoup de pression sur les épaules, ce qui était normal aussi parce que la dernière fois que l'Angleterre avait joué la France à Twickenham, ça n'avait pas été une réussite. Donc forcément, ils voulaient se refaire. Ils se méfiaient quand même de cette équipe de France, même si bon, c'était face au Pays de Galles, une victoire dont on ne pouvait pas prédire grand-chose. Mais je trouve qu'ils avaient beaucoup de pression sur les épaules. Ils voulaient trop bien faire, j'ai l'impression, en tout début de match. Ce qui leur coûte beaucoup de ballons et ce qui permet à la France d'être vraiment au-dessus. Parce qu'ils font beaucoup d'erreurs, ce qui fait qu'ils perdent assez vite de la confiance. Là où je trouve ce qui est intéressant du côté de cette équipe d'Angleterre, c'est que certes l'équipe de France a fait beaucoup d'erreurs, ça c'est clair et net, mais cette équipe d'Angleterre, elle est quand même dure à faire rompre. Elle plie énormément, mais elle ne rompt pas cette équipe d'Angleterre. Et on l'a vu pendant une grande partie de la rencontre, une solidité collective qui était là et une envie de faire les choses bien en défense ensemble. Ce qui n'était plus le cas depuis quelques années du côté de l'Angleterre. Et là, je trouve que ça a été vraiment très bien, avec notamment les montées défensives qui nous ont énormément mis en difficulté, même si ce qui donne de l'ouverture à l'adversaire, parce que c'est pas encore totalement bien réalisé, bien en place, mais je trouve que sur les montées défensives, quand ça sera en place, ça va être une équipe qui va faire mal dans ce domaine-là, parce qu'elle a des coureurs pour faire mal. Un petit domaine compliqué également, les touches du côté de cette équipe d'Angleterre qui a perdu un petit peu trop de ballons dans ce domaine-là, parfois du mal également avec le jeu au sol, où les Français ont réussi à gratter des ballons, Kroos, Aldrit enfin surtout Kroos et Aldrit même, qui ont réussi à prendre des ballons et puis mais à fou. Et puis, moi je suis pas fan de Marcus Smith en arrière. Je sais que c'est son poste, normalement, mais en équipe d'Angleterre, moi j'ai toujours préféré Marcus Smith à l'ouverture. Et je trouve que c'est là où il y a la grosse différence en deuxième mi-temps, c'est que Smith fait beaucoup plus de jeux à l'ouverture en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, et je trouve que c'est là où l'Angleterre change de visage. Véritablement, pour moi, Marcus Smith, c'est l'accélérateur de cette équipe, c'est le facteur X de cette équipe. Et même si, encore une fois, il rate des plaquages, ok, son jeu défensif n'est pas exceptionnel, c'est aux autres de compenser. Voilà. Tout le monde n'est pas le meilleur à chaque poste. C'est le collectif. Un match de rugby, c'est pas 15 individualités, c'est un collectif qui s'impose. Alors oui, il fait des erreurs de plaquage. C'est aux autres à côté de lui de compenser dans ce genre de cas, en sachant qu'il est moins bon défensivement, c'est aux autres de compenser. Et moi je trouve que Marcus Smith est vraiment meilleur à l'ouverture, même si là il fait pas un match exceptionnel, Marcus Smith, notamment en première mi-temps, il rate pas mal de points au pied, ce qui aurait pu coûter cher à l'Angleterre même, parce qu'il rate 2 transformations, enfin 2 pénalités plutôt. Marcus Smith, il y a 6 points qui partent en route, mais voilà. Moi je le mettrais vraiment à l'ouverture, parce que je pense que c'est là où il est le meilleur. Moi je l'avais bien aimé, notamment dans le match face à l'Irlande. L'équipe de France. Et puis je pense que Borthwick a été très bon à la mi-temps, pour les remotiver. Parce qu'ils entament la deuxième mi-temps avec énormément de motivation. Je pense que le discours de Borthwick a été très très bon à la mi-temps. Parce qu'entre la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième mi-temps, c'est quand même pas du tout la même équipe, notamment en termes de motivation. Du côté de l'équipe de France, là aussi trop d'erreurs, ce qui n'est pas vraiment compréhensible, parce qu'autant les Anglais, je peux comprendre, ils avaient la pression. Ils avaient la pression parce qu'à domicile, et parce qu'ils s'en étaient pris 53 la dernière fois, que ça avait été une déculottée. Autant la France,
On sort d'un match face au Pays de Galles où on a écrasé le Pays de Galles. Certes, c'était que le Pays de Galles, mais quand même. Donc normalement, on n'aurait pas dû avoir autant de pression sur les épaules. Et là, pourtant, dès le début du match, je trouve que c'est difficile de ce côté-là. On se met en difficulté tout seul, quoi. On se met en difficulté, on a raté quand même 4 séquences d'essais. Voilà. Donc normalement, on doit encore en coller quasiment 50 à l'Angleterre, quoi. Et là encore, c'est pareil que face à l'Afrique du Sud. Et donc ça veut dire qu'en 2 ans, on n'a pas progressé. En 2 ans, on n'a pas progressé. Ça, c'est quand même terrible de se dire ça. Moi, j'ai déjà trouvé Galtier, ça n'a pas marché. Sur ce match-là, les joueurs qu'il a fait rentrer, ça n'a pas été efficace. Je suis désolé, mais Jalibert, alors certains ont décidé de critiquer Jalibert. C'était mieux du côté de Le Garec? Non. Moi, très clairement, quand certains décident de tout mettre sur le dos de Jalibert quasiment sur ce match-là, je crois qu'il faut qu'ils arrêtent de débriefer des matchs de rugby, il faut qu'ils fassent autre chose. Hein. Très clairement, oui, là aussi, il y a des erreurs de plaquage. Mais bon, déjà, cette équipe de France, il y a plus d'un joueur qui a raté des plaquages. Hein, il n'y a pas que Jalibert qui a raté des plaquages. Là aussi, c'est à lui de travailler dans ce domaine-là, mais c'est aux autres de compenser dans ce genre de cas. Je trouve qu'il a même fait un meilleur match. Je ne suis pas forcément un grand fan de Jalibert, mais je trouve qu'il a fait un meilleur match que les dernières sorties que j'avais vues avec lui en équipe de France. Là, j'ai trouvé que c'était bien mieux. Et pourtant, il avait la pression. Surtout quand on entend un peu les propos de Galtier en début de semaine. Et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Non, je trouve que Galtier, déjà, ça commence en début de semaine avec les propos sur Jalibert. C'est-à-dire que ça commence dimanche, avec grosso modo, je prends Jalibert, mais bon, parce que j'ai pas le choix, quoi. Parce que j'ai pas le choix, parce que Ntamak, il est pas disponible. Ouais, ça met déjà bien en confiance un joueur. Pour moi, il a raté l'avant-match, parce que quand tu vois la manière dont les joueurs sont fébriles, il a raté l'approche de l'avant-match. La deuxième mi-temps, autant l'Angleterre retrouve un regain d'énergie, autant la France arrive amorphe. Donc là encore, et d'une fin de première mi-temps qui a déjà pas été bonne. Donc ça veut dire que le discours passe plus, pour moi, du côté de Galtier. Parce que si ton coach, il t'engueule à la mi-temps, si tu réagis pas à la mi-temps, ensuite, c'est pour moi le discours, il passe plus. Donc on va voir, mais là, on peut pas se contenter de ça, quoi. On peut pas se contenter de ça. Avec les joueurs que nous avons sur le terrain, peut-être la meilleure troisième ligne du monde. Vous avez Antoine Dupont, vous avez Ramos, Biel, Barré, Penaud, peut-être la meilleure paire d'ailiers également d'Europe. Il n'est pas foutu de gagner ce match. Donc pour moi, Fabien Galtier, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème Galtier aujourd'hui. Peu de gens en parlent, parce que certains sont potes avec lui. Mais là, très clairement, le match est mauvais. Le match est très mauvais. Et moi, j'ai eu quand même l'impression, c'est terrible, il n'y a aucun automatisme dans cette équipe. C'est-à-dire que tu m'aurais dit, c'est le premier match de l'ère Galtier, c'était la même chose. Il n'y a aucun automatisme. Les mecs jouent ensemble depuis 5 ans, plus de 5 ans même, pour beaucoup d'entre eux. Il n'y a aucun automatisme. Les lancements de jeu, c'était la cata. C'est pour ça aussi qu'il y a autant d'en avant. Les lancements de jeu, c'est la cata, c'est pas coordonné. Enfin voilà, moi j'ai noté ça, les combinaisons, elles étaient attendues à 3 bornes de la part des Anglais. Manque de solution, manque de soutien également. On a perdu des ballons bêtes, un jeu au pied qui a été déficient. Là aussi, le jeu au pied... alors c'est bien l'idée du jeu de dépossession, mais alors se débarrasser du ballon de cette manière-là, c'est vraiment pas idéal. Beaucoup de fautes de main. Une défense où on passe à travers aussi. Moi je suis désolé, mais quand tout le monde se regarde la statistique de Jalibert, va falloir regarder la statistique de d'autres joueurs, parce que je suis pas sûr qu'il y ait que Jalibert qui a raté des plaquages dans cette rencontre-là. Je suis pas sûr que ça soit le pire.
Ouais, et puis on n'était pas organisé en défense non plus. Encore une fois, aucun automatisme. C'est-à-dire que cette équipe-là joue depuis 5 ans ensemble, bah t'as pas l'impression. Et sur ce match-là, t'as vraiment pas l'impression. Donc non, on est passé complètement à côté, et moi je pense que je sais pas si Galtier est encore la bonne personne aujourd'hui. Je crois qu'on lui a laissé quand même beaucoup de deuxième chance à Galtier. Là, putain, avec cette équipe-là, on n'est pas foutu de faire un grand chelem. Oui, on a fait des grands chelems quand même avec des équipes qui étaient bien moins costauds, hein. Notamment à l'époque de Marc-Yves-Remond, on fait un grand chelem en 2010. L'équipe n'a pas la densité, je trouve, que celle actuellement. Bah, faudrait peut-être se poser les bonnes questions au bout d'un moment. Est-ce que Fabien Galtier est la bonne personne? Moi, je crois que c'est là le gros problème. Alors, le débat Jalibert, moi, je trouve qu'il a plus apporté de positif que de négatif sur ce match. Je trouve que tout le monde tombe sur Jalibert. Alors, c'est facile. C'est comme à une époque Giroud en équipe de France de foot. Tout le monde tombait sur Giroud. Dès qu'il y avait un match nul avec Didier Deschamps, allez, c'est de la faute de Giroud. Bah non. Et je trouve que tout le monde a souvent critiqué Giroud. Et bah là, c'est pareil avec Jalibert. C'est-à-dire que souvent on le critique. Alors que autant j'ai pas toujours aimé ces matchs, autant là, bah, je trouve que c'est pas du tout le pire dans cette équipe de France. Vraiment. Et j'ai trouvé qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas réussi à être au niveau sur cette rencontre. Donc moi je comprends pas tous les mecs qui critiquent autant Jalibert. On passe aux joueurs du match. Du côté de ces deux formations. Moi du côté de l'Angleterre, j'ai mis Tom Curry. Qui a sauvé la défense anglaise à plusieurs reprises. Je trouve que vraiment ça a été mieux que face à l'Irlande. J'avais pas forcément hyper bien aimé la troisième ligne en Irlande, et là j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Moi je mettrais en flop, alors je le prononce très mal, mais Slade Tolm, que j'ai trouvé Slade Tolmy, que j'ai trouvé pas très bon, trop discret sur ce poste dédié. Du côté de l'équipe de France, moi j'ai mis Damien Penaud. Alors j'aurais pu mettre Biel Biarré, mais je suis tellement tombé souvent sur Penaud sur les gros matchs en disant quand il y a des grands matchs, il est beaucoup trop discret, on ne le voit pas, que sur ce match-là, je trouve que la paire Biel Biarré Penaud, c'est les deux seuls qui surnagent. C'est les deux seuls qui sont positifs dans ce match. C'est Biel Biarré Penaud. Le reste, c'est dur. Et en flop, je mets Dupont. Non, parce que pour moi, le manque d'automatisme et tout ça, il y a aussi une responsabilité de Dupont. Je tape beaucoup sur Galtier, mais Dupont, c'est aussi celui qui doit amener du liant. Et là, j'ai trouvé qu'on avait un pack d'avant, un pack de joueurs à l'arrière, et qu'il n'y a pas de connexion, quoi. La charnière faisait pas connexion, et je trouve que pour moi, c'était Dupont qui était responsable de ce manque de connexion entre les lignes avant et les lignes arrière. Et pour moi, c'est le problème de Dupont. Du côté de ce match-là, donc entre l'Angleterre et la France. On termine avec le dernier match de cette journée, Écosse-Irlande. Alors j'avais hâte de voir cette rencontre, déjà parce que j'avais pas vraiment aimé les deux premières. Et je me disais, l'Irlande face à l'Angleterre, j'ai pas vraiment trouvé le match si bien que ça. L'Écosse, j'avais trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, mais je me dis, l'Écosse face au gros a toujours eu du mal. Mais je me disais, bon, l'Irlande, c'est un peu leur bête noire, mais est-ce que c'est pas l'année ou jamais de battre un peu cette bête noire qui les avait éliminés de la dernière Coupe du Monde? Et donc j'avais beaucoup d'attentes sur cette rencontre, peut-être trop, du côté de l'Écosse, qui n'a pas vraiment existé en tout début de rencontre face à l'Irlande. C'est vrai que la première mi-temps est plutôt à sens unique, avec une équipe d'Irlande qui est supérieure. Alors l'équipe d'Irlande étant quand même moins forte en termes de densité qu'auparavant, en deuxième mi-temps, l'Écosse arrive à trouver un peu plus d'ouverture, mais ça reste un match compliqué
pour cette équipe d'Irlande dans le contenu par rapport à ce qu'a été capable de faire cette formation irlandaise. On regarde un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché du côté de l'Écosse. Je dirais que c'est toujours le même problème récurrent du côté de l'Écosse, c'est trop foufou. Et là, dans un match comme ça, où tu as moins d'ouverture que dans un match face à l'Italie ou dans un match face au Pays de Galles, il faut savoir être plus pragmatique, il faut savoir jouer parfois plus simple. Et on a toujours ce côté, allez, on essaie de tenter des trucs parfois complètement impossibles, parfois complètement dingues. Ça marche moins sur un match comme ça. Alors il faut avoir un peu de folie, mais pas tout le temps. Il faut savoir jouer plus simple. Et là, ils ne savent pas le faire. Deuxièmement, ils n'ont pas réussi à sortir de la pression irlandaise. C'est-à-dire que les Irlandais, ils t'agressent. C'est comme ça du côté de l'Irlande. Ils ne te laissent pas le temps de mettre en place ton jeu. Donc il faut jouer vite. Il faut réussir surtout à sortir les ballons vite. Sauf qu'ils te ralentissent souvent les ballons, les Irlandais. L'Écosse n'a jamais réussi à jouer rapidement. Et l'Écosse s'est fait contrer 2 fois sur des ballons, 3 fois, a perdu pas mal de ballons dans des conditions assez dangereuses. Il y aurait pu avoir 45-50 points de la part de l'Irlande aussi, si tout s'était mis en place parfaitement. Parce que l'Écosse s'est fait vraiment dominer, notamment dans le défi physique. Là, ils ont pris l'eau. Vraiment, notamment au niveau de la puissance, où cette équipe d'Irlande les a broyés. La puissance irlandaise a broyé nos pauvres petits Écossais et qui ont perdu beaucoup de ballons dans le jeu au sol. On sait que c'est la spécialité irlandaise. Mais ce qui a été extrêmement compliqué, je trouve, du côté de cette équipe d'Écosse, ça a été vraiment la puissance. Et puis, le fait de ne pas réussir à jouer sous pression, c'est-à-dire que dès qu'ils étaient un peu poussés dans leur retranchement, bam, ils perdaient très vite la balle, ils n'arrivaient pas à tenir la cadence de ce côté-là. Et puis, la défense offensive, ça c'est ce qui a marché, c'est ce qui leur a permis de récupérer des ballons, c'est d'essayer d'agresser également les Irlandais. Alors autant ça n'a pas marché offensivement, autant ça a bien marché défensivement, mais voilà, le problème de l'Écosse, c'est encore une fois, j'ai marqué trop foufou. C'est une équipe qui a tendance à tenter beaucoup, encore une fois à l'image de son demi d'ouverture Finn Russell, mais parfois trop. Et il y a des choses, c'est juste pas réalisable. Le jeu au pied aussi en première mi-temps, ils ont beaucoup joué au pied, sauf qu'ils étaient avec du vent de face. Donc les chandelles étaient tout le temps très courtes et il aurait fallu s'adapter aux conditions climatiques, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Du côté de l'Irlande, encore une fois, beaucoup d'imprécisions au début de match. Ça avait déjà été le cas face à l'Angleterre, c'est quelque chose où on n'était pas habitué du côté de cette équipe d'Irlande. C'est-à-dire faire pas mal d'erreurs, pas forcément jouer juste. Ça, c'est vrai que c'est pas habituel du côté de cette formation. Beaucoup de touches ratées. Alors ça, c'est vrai que là aussi, c'est pas habituel. Alors, on sait que l'Écosse est forte dans ce domaine-là, mais par exemple, je me souviens lors de la Coupe du Monde, c'est là où l'Irlande avait éteint les Écossais, c'était au niveau des touches. Là, ça n'a pas été du tout le cas. Ils ont eu beaucoup de mal dans ce domaine-là, à avoir des ballons, à conserver les ballons. C'est ce qui a permis même des fois de sauver la maison écossaise. Alors domination offensive, mais domination physique aussi. Domination physique, notamment la puissance. Ça, ils ont toujours ça, les Irlandais. C'est vrai que physiquement, il y a quand même des machines dans cette formation. Et c'est peut-être pas les joueurs les plus mobiles, mais alors c'est dur à bouger, un joueur irlandais, et notamment sur le jeu au sol où là ils ont récupéré énormément de ballons dans ce domaine-là, où il reste imprenable. Je trouve quand même que du côté de cette équipe d'Irlande, on est moins fort qu'avant, malgré le fait que j'ai pas l'impression, par exemple, on a perdu quelques joueurs, mais j'ai plus l'impression qu'on a des joueurs qui sont en fin de cycle. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui ont décidé de faire 1 année de plus parfois, 2 années de plus, mais qui sont arrivés au bout d'un cycle
Et là, notamment sur les 20 dernières minutes, je les trouve pas très percutants, les Irlandais. Et c'est ce qui permet aux Écossais un petit peu de revenir dans le match sur cette deuxième mi-temps. Voilà, je trouve que c'est une équipe qui vieillit et c'est une équipe qui a un peu du mal sur ces fins de match. On avait déjà vu face à l'Angleterre aussi, hein, où vous avez bien fini les Anglais et les Irlandais avaient été peut-être un petit peu plus en difficulté. Les joueurs du match, du côté de l'Écosse, j'ai mis Fagerson, mais le troisième ligne, pas Fagerson, le, pardon, pas Fagerson, le pilier, je vais y arriver. Donc j'ai trouvé toujours efficace, et puis là on parlait des touches, mais ça fait partie des joueurs qui sont très bons dans ce domaine-là. Et puis moi j'ai mis Ben White, même s'il y a un essai, ce côté charnière un peu fofolle, qui certes parfois arrive à dynamiter les matchs, mais dans un match comme ça aussi serré, il faut être beaucoup plus pragmatique. Ils n'arrivent pas à être suffisamment pragmatiques du côté de cette équipe écossaise. Et puis du côté de l'Irlande, moi j'ai trouvé que Bundeaki a été très discret. Et mais moi j'ai bien aimé ce qu'a fait Prendergast encore. Parce que c'est pas facile d'être après Sexton. Et je trouve qu'il le fait très bien. Prendergast depuis quelques temps. J'ai oublié de donner mes joueurs du match du côté du Pays de Galles. Faletao, parce qu'il a mis énormément de fois son équipe en difficulté par ses fautes. Et en plus, Josh Adams, mais vraiment parce que j'avais envie de mettre un joueur en plus. Mais en gros, ils ont tous pris l'eau du côté du Pays de Galles. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. Pour finir cette vidéo, on regarde tout de suite les différents classements du tournoi des 6 nations. L'Irlande en tête avec donc 2 victoires et 2 victoires bonifiées. La seule équipe encore invaincue et qui peut viser le Grand Chelem. La France deuxième grâce au nombre de points importants marqués face au Pays de Galles. L'Angleterre troisième devant l'Écosse, Italie. Et donc le Pays de Galles avec un score de moins 50, ce qui est catastrophique du côté de cette équipe, qui vraiment risque de souffrir dans ce tournoi des 6 nations désormais. Le programme dans 2 semaines désormais, on se retrouvera le 22 et le 23 février pour le match. Nous on fera les débriefs le 24 certainement, avec Pays de Galles, Irlande, Angleterre, Écosse, ça sera le samedi, et puis on aura le dimanche Italie, France pour cette journée. Et puis ensuite, il y aura de nouveau 15 jours de pause avant les 2 dernières journées de tournoi destination. Et notamment cette dernière journée, on aura les 3 matchs le samedi, et notamment un France-Écosse à 21h. C'est toujours particulier. Là, c'est un peu la semaine de transition. Il y a un bloc de 2 premières semaines, il y a un dernier bloc de 2 week-ends d'affilée, et vous avez cette semaine un peu seule en plein milieu du mois de février ou début du mois de mars, donc qui va être intéressante à suivre, parce qu'avec des équipes qui pourront tout donner, qui seront extrêmement fraîches, donc on verra ce que ça donnera du côté de ces différents matchs. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!